On va apprendre JavaScript en 1 heure directement avec le DOM pour que ce soit fun et ludique. Dans cette vidéo, je vais te présenter plein de schémas qui va te permettre de te former, de mieux comprendre les sujets. Et dans cette vidéo, on va créer ce tic-tac-toe pour apprendre à gérer les événements et à s'amuser avec le DOM. Cette formation est faite pour toi si tu maîtrises déjà un petit peu HTML, CSS et que tu veux vraiment maîtriser JavaScript. Attention, car peu importe ton âge, ta nationalité, tes précédents, cette formation est adaptée pour toi. Tout ce qu'il te faut, et ça c'est magique, ça va être ton ordinateur, bon, ton téléphone ça peut marcher aussi, et une connexion internet pour regarder cette vidéo et faire ce que je vais faire en même temps. Et c'est pour ça que je vais essayer d'aller dans une vitesse convenable pour t'enseigner un maximum de choses et que tu puisses pratiquer en même temps que moi. C'est comme ça que tu vas vraiment monter en compétences. Alors, on commence tout de suite. Ce qu'il te faut, le plus important, c'est un terminal. Alors, un terminal, ça va te permettre de créer un dossier pour pouvoir travailler. Ce qu'il va te falloir aussi, c'est Chrome d'installer. Si tu n'as pas Chrome, ça peut être problématique parce qu'avec Safari et Firefox, les outils peuvent être un peu différents. Donc, je te conseille vraiment d'installer Chrome si ce n'est pas déjà fait. Et troisième point qu'il va falloir installer, c'est Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est l'outil qui va nous permettre en fait d'écrire notre code. Évidemment, c'est très important de pouvoir écrire du code parce que c'est avec ce code qu'on va pouvoir créer notre site. Donc, si tu veux installer Visual Studio Code, tu peux cliquer juste ici et cliquer sur le bouton Download for Mac, Windows, Linux. Dès que tu as fait ces deux étapes-là, tu peux ouvrir Visual Studio Code comme ceci. Et quand tu ouvres Visual Studio Code, tu devrais avoir une page comme ceci avec pas grand-chose. Une fois qu'on a ce VS Code, on va pouvoir aller dans notre fameux terminal, dans un dossier que tu choisis, par exemple exercice, formation, et on va faire mkdir JavaScript 1 heure DOM comme ceci. Donc cette formation, elle va être orientée sur la pratique directe du DOM et pas du terminal, quoi. Une fois qu'on a fait ça, on va faire cd JavaScript en 1 heure DOM comme ceci. Enter, ça va nous permettre d'aller dans le dossier. Et là, on va pouvoir faire vscode. Ça va venir ouvrir VS Code. Donc moi ici, j'ai presque réussi. Mais ça va venir ouvrir notre IDE avec notre projet. Donc moi ici, je vais venir me mettre en mode vidéo. Et en l'occurrence, j'utilise un autre IDE qui s'appelle Cursor, qui est une petite variation. Je le préfère parce qu'il y a le petit menu qui est ici et c'est beaucoup plus joli pour la vidéo. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir cliquer sur Mac ou sur Windows sur le bouton ici pour le rendre en full screen. Comme ceci, on va pouvoir être focus et avoir qu'une seule chose. Et on va pouvoir prendre le Chrome comme ceci et faire commande flèche du haut pour venir prendre la fenêtre Chrome. Donc si j'arrive, prendre la fenêtre Chrome et la déplacer à l'intérieur. Comme ceci, on a le setup que je vais avoir durant cette vidéo, c'est-à-dire le petit menu comme ceci avec tout ce qu'il faut. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir à gauche, juste ici et à gauche, dans VS Code, on va avoir des petits boutons ici qui permettent de manipuler notre dossier. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, dans le dossier, c'est-à-dire que là, JavaScript en 1 heure DOM, c'est le nom de notre dossier. Et dans VS Code, un dossier, c'est ce qu'on peut appeler un projet. Et donc, quand on est dans ce dossier, on va pouvoir ici cliquer sur New File et écrire index.html. Ce fichier HTML, il va permettre d'avoir les bases d'un site web. Et dans ce fichier HTML, on va pouvoir, sur VS Code, faire point d'exclamation, doc, comme ceci, ou juste point d'exclamation, point d'exclamation, enter, et ça va venir créer la structure de base d'un fichier HTML. Un fichier HTML vient juste décrire la structure pour notre application. Nous, ce qui nous intéresse, c'est JavaScript, et donc c'est pour ça qu'ici, on va pouvoir afficher une balise script avec ici console.log, et donc je vais disable tout de suite l'IA parce que ça va être insupportable. Hello JavaScript, point d'exclamation. Là on sauvegarde, on a notre fichier HTML et maintenant on a envie d'exécuter ce fichier. Alors pour ça il y a plusieurs solutions. La première solution la plus simple, c'est de faire clic droit sur notre fichier et de chercher ici Reveal in Finder. Ensuite, une fois qu'on l'a reveal en Finder, en fait, tu devrais l'afficher quelque part. Donc moi, il s'est affiché sur ma deuxième fenêtre. Mais ici, on a le fichier et on va pouvoir le drag and drop, venir ici dans Visual Studio, dans Chrome et le mettre ici. Et tu vois que là, ça vient nous mettre l'URL de notre fichier et que quand on regarde ici Inspect, on va pouvoir, du coup, pardon, je suis allé un peu vite, on va pouvoir faire clic droit n'importe où sur la page blanche ici,
cliquer sur Inspect, ça va inspecter l'élément. Et là, on va avoir le petit menu. Alors moi, je te conseille, le menu va par défaut apparaître ici à droite. Moi, je vais l'apparaître en dessous, ça va permettre d'avoir plus de place. Ici, on a Element Console Source. Ce qui nous intéresse, c'est console. Et là, on a notre Hello JavaScript. Donc, on a fait Hello JavaScript et il apparaît comme ceci. Donc, on a fait notre première log et on a notre premier script JavaScript qui vient en fait, et donc là, on peut se féliciter parce qu'on a fait un truc pas mal, c'est qu'on vient d'afficher notre première log JavaScript dans la console. C'est vraiment super. Une fois qu'on a cette log JavaScript, le problème, c'est que là, si je modifie ce fichier, par exemple, là, j'écris Hello Melvin, et que je sauvegarde, et ben, on peut voir qu'il ne se passe rien. En fait, je vais devoir venir sur VS Code et réafraîchir pour relancer le fichier HTML qui a été fraîchement modifié, et pour pouvoir revoir ma log qui a été maintenant modifiée. Pour éviter ceci, on va aller ici dans les extensions et on va installer Live Server V5, un truc comme ça. Donc là, tu peux taper Live Server dans la liste des extensions. Donc les extensions s'affichent avec ce petit carré. Et moi, je ne sais pas pourquoi ça charge aussi longtemps. Et là, on va pouvoir installer Live Server avec ici le logo avec le 5 et l'étoile. Ça, c'est la version la plus à jour. Elle est moins installée, mais elle est un peu plus à jour. Et en tout cas, c'est celle que j'installe. Tu peux aussi installer l'autre. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Mais celle-ci va très bien. Une fois que tu l'as installé, tu vas pouvoir, comme ceci, faire un raccourci clavier très intéressant qui est Command Shift P. Ça va t'ouvrir un peu l'outil magique de VS Code qui permet d'effectuer des commandes. Donc, par exemple, changer ton thème, etc. Donc là, tu tapes thème et là, d'ailleurs, tu peux changer ton thème avec les thèmes préférés. Moi, j'ai GitHub Dark pour info. Maintenant, tu vas pouvoir faire Command Shift P et lancer Live Server. Alors, attention parce que l'univers ne veut pas toujours que ça fonctionne. Alors, Five Server ou Live Server, suivant celui que tu utilises, Five Server Start. Et quand tu cliques ici, on peut voir que là, il y a un URL qui vient de s'afficher 127.0.1550. En fait, si on tape cette URL juste ici, donc là, je vais taper 127.0.0.1.2.550. En fait, 127.0.1, c'est une URL locale, une URL de ton ordinateur. En fait, quand tu utilises cette URL-là, tu dis « j'ai envie d'aller sur mon URL ». Et en fait, là, je parle d'URL, mais je veux évidemment parler de IP. Je suis désolé pour l'erreur. Et donc là, quand je fais ça, on a magiquement la même page. On a toujours la log qui s'est affichée juste ici. Sauf que maintenant, si je change la log avec Hello JavaScript et que je sauvegarde, eh ben on va voir que ça se refresh automatiquement. La même chose, si ici j'affiche un H1 avec écrit JavaScript, on peut voir qu'il s'affiche ici et que dès que je mets à jour, eh ben ça met à jour la page. Et donc, à ce moment-là, on peut se féliciter parce qu'on a terminé la première partie qui est celle de setup notre application. À partir de maintenant, cette page, je vais cacher cette statue bar et je vais aussi enlever la barre latérale à gauche pour pouvoir se focus sur les premières étapes de notre code. Donc ici, ce qui se passe, c'est un fichier HTML et là, on a une balise script et à l'intérieur de cette balise script, je suis capable d'effectuer du code JavaScript. Alors, on va pas le voir ici parce que le but, c'est de se concentrer sur JavaScript, mais c'est aussi possible de séparer ce code JavaScript dans un nouveau fichier, ok, et d'avoir des fichiers séparés. La même chose, si on veut faire des styles, on peut soit les séparer dans un nouveau fichier, soit utiliser ici la balise style. L'avantage de tout faire dans ce fichier, pour moi dans ce tutoriel, c'est que ça me permet de tout avoir au même endroit et ça m'évite de devoir changer des pages. Donc là, par exemple, H1, où je pourrais faire All, Font Family, Arial, comme ceci, voilà, on n'a plus la vieille fonte qui est là par défaut. Alors là, on a le Hello JavaScript, on a notre première log qui vient de s'afficher. Et maintenant qu'on a notre première log, on va vouloir faire la première étape, la base d'un langage de programmation. C'est ce qu'on appelle les variables. Les variables, en JavaScript, elles peuvent s'écrire tout simplement en écrivant un nom de quelque chose. En fait, on veut stocker une information dans une boîte. Donc par exemple, je vais écrire my name est égal à Melvin. Et donc là, en fait, je viens de créer une boîte, my name, et je viens de l'égalifier à Melvin. Et là, ce que je peux faire, c'est console.log de my name. Et à ce moment-là, on voit qu'il y a my name, donc là, je vais supprimer la première log. On peut voir qu'il y a la variable qui a été mise ici, que j'ai pu loguer à l'intérieur. Donc pourquoi ne pas juste faire console.log Melvin? On arrive au même résultat. Et bien l'avantage, c'est que cette variable, je peux la réutiliser.
Par exemple, je pourrais faire my_name, et donc là, premier truc un peu spécial que je t'apprends, c'est qu'on peut utiliser plus pour concaténer des strings. Donc par exemple, ici, je pourrais faire est, espace, plus my_name. Et donc là, je t'invite à le faire en même temps que moi. On peut voir que ça affiche Melvin. Et donc là, on a créé une variable et on l'a réutilisée plusieurs fois. Et si je modifie la variable, par exemple, à la place de Melvin, je fais Jean, et que je sauvegarde, et ben ça remplace par Jean. Et donc ça va permettre d'avoir une variable qui peut être modifiée et qui peut, comme ceci, stocker des valeurs. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est que les variables, c'est des boîtes. Cette boîte, elle peut stocker des valeurs, comme ici on a fait, là pour l'instant, on manipule des strings, mais on verra qu'il y a d'autres types de données juste après. Et donc, on va pouvoir ensuite modifier aussi cette variable. Donc là, my_name est égal à Jean. Ensuite, je modifie la variable pour dire que c'est Melvin. Et à ce moment-là, eh ben, my_name, c'est Melvin. Et donc, on a une variable qu'on a même modifiée. Maintenant, les variables comme ceci, ce n'est pas une super bonne pratique. Ok? Il y a des mots-clés, il y a deux mots-clés qui nous intéressent ici, c'est let et const, que tu as sûrement déjà vu. Let, ça va permettre de déclarer une variable modifiable. C'est-à-dire une variable qui va pouvoir être modifiée dans le temps, comme je le fais juste ici. Et const, ça va permettre de déclarer une variable non modifiable. Donc une variable qui ne sera jamais modifiable dans le temps et qui va rester. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser let et const? En fait, let et const, ça va permettre d'expliciter la création d'une variable. Parce qu'en fait, ici, on ne sait pas si on a créé cette variable ou si elle existait déjà avant. Par exemple, un autre script aurait très bien pu définir my_name est égal à test, comme ceci, avant nous. Et à ce moment-là, eh ben, si j'enlève ça, on peut voir qu'il y a écrit test et test. Et donc, nous, on a envie de spécifier le moment où on déclare la variable. Et pour faire ça, on utilise let. Et quand je fais let ici, alors comme ceci, il n'y a pas d'erreur parce qu'on est sur le log JavaScript. Mais si ici, je fais aussi let, eh ben, on peut voir que ça me dit, en fait, tu ne peux pas faire ça parce qu'en fait, tu es en train de déclarer deux fois la même variable. Donc, tu es en train de dire deux fois, je crée la variable my_name. Et donc, c'est comme si tu créais deux fois la même boîte au même endroit. Et bien, c'est physiquement pas possible. Parce que tu peux que créer une seule boîte avec le même nom au même endroit. Et donc, ici, let, ça va permettre de dire, bah voilà, moi je déclare cette variable. Et du fait que je déclare cette variable, et ben je sais que c'est le seul endroit où je vais pouvoir la déclarer. Et donc là, c'est exactement ce qu'on fait, on a une erreur. Et donc, aussi étrange que ça puisse paraître. Et donc là, je sais que tu vas me dire, mais t'es totalement fou. En code, en développement, les devs, on aime les erreurs. C'est pour ça qu'on a inventé TypeScript. Hein. Donc TypeScript, c'est un langage qui nous dit qu'on fait des erreurs tout le temps. On fait des erreurs tout le temps avec TypeScript. Et donc pourquoi on aime les erreurs? Parce que les erreurs, ça évite les bugs. Et oui, parce que quand on redéclare la même variable deux fois, on est potentiellement en train d'inclure un bug. Parce qu'on n'a pas envie de dire deux fois, je crée la même boîte au même endroit. Et donc là, l'avantage, c'est que quand on le fait en utilisant let, on a ici une erreur. Et cette erreur, elle est très importante. Et c'est pour ça, si tu te poses la question, parce que tu as peut-être vu tu vas des fois tomber sur des gens qui utilisent var. Le problème de var, c'est qu'il n'a pas cette erreur. Il ne nous affiche pas d'erreur. Var est beaucoup trop permissif. Let est inclus et est priorisé parce qu'il nous fait plus d'erreurs. Et les erreurs nous évitent d'avoir des problèmes. Et de la même manière, les erreurs qui nous évitent d'avoir des problèmes, donc là on va supprimer ça, et bah nous permettent aussi de venir expliciter nos besoins. Donc là, quand j'utilise let, je viens dire, j'ai envie de pouvoir modifier cette variable autant de fois que je veux. Alors que si ici, je viens utiliser const, je viens dire, cette variable ne doit jamais être modifiée. Cette variable restera comme telle jusqu'à la fin des temps. Et donc, quand je sauvegarde ici, on a une erreur. Assignement to constant variable. Encore une fois, on est bien content d'avoir cette erreur parce que cette erreur nous permet de se rendre compte qu'un développeur mal intentionné peut-être a essayé de modifier notre variable my_name sans notre consentement explicite. Parce que si on était consentant de vouloir modifier ceci, on aurait utilisé let. Mais on a utilisé const pour dire je ne veux pas que cette variable soit modifiée. Et à ce moment-là, quand j'enlève la modification, on n'a plus d'erreur. Donc voilà une différence très importante entre let et const. On déclare une variable modifiable ou on déclare une variable non modifiable. Et donc ça va être très utile pour la suite. Maintenant qu'on a appris ça, eh ben on a envie d'interagir avec le DOM parce que pour l'instant on s'ennuie, mais on est dans un ennui pas possible avec notre petite interface avec un petit JavaScript.
Et donc, par exemple, on voudrait modifier ce h1 avec ce name. Parce que bon, la console, il n'y a personne qui la voit. Si tu partages ce site à un pote, tu as envie qu'il puisse voir en haut ici ce nouveau name. Alors, pour faire ça, on va venir stocker la référence de ce h1 dans notre JavaScript. En fait, il y a un truc assez compliqué à comprendre au début et j'ai pris beaucoup de temps personnellement. C'est que le DOM ici, donc on appelle ça le DOM est tout simplement un objet JavaScript. Et tout est JavaScript. En fait, en web, tout est JavaScript. Et donc, vu que tout est JavaScript, donc chaque node, c'est par exemple ce h1, qui est node h1, et ben c'est un objet JavaScript. Et donc, nous, on va vouloir récupérer cet objet JavaScript dans notre code. Pour faire ça, on va faire const h1 elements est égal, et donc ici, on va pouvoir utiliser document.query selector. Et ce query selector, il va nous permettre de récupérer un élément du DOM en utilisant un sélecteur comme on le ferait en CSS. Et donc, pour faire ça, je peux venir sélectionner h1. Et donc, quand je fais ça et que je sauvegarde et que je console.log h1 element et que je sauvegarde, on peut voir que ici, dans ma console JavaScript, j'ai mon élément h1. Alors oui, c'est très drôle d'avoir comme ceci un élément h1 dans la console JavaScript, mais la vie est ce qu'elle est, et donc on voit ici cet élément h1. La différence, c'est que cet h1 est ce qu'on appelle un objet. Cet objet, on va pouvoir le manipuler. Par exemple, je vais pouvoir modifier ici son contenu en faisant .text contents est égal à Melvin. Et donc là, quand je sauvegarde, boum, ça modifie le contenu. Et donc là, peut-être que tu as remarqué un truc étrange. C'est qu'ici, on utilise const, mais derrière, je modifie la variable. Mais what the fuck? Donc là, tu m'as dit avant, quand on utilise const, on ne peut pas modifier. Et donc là, tu utilises const et derrière, tu nous modifies la variable comme ceci, sans rien demander et tout ça. Ok, tu as raison. Il y a une petite incohérence dans ce que j'ai dit. Et ce que je ne peux pas faire ici, c'est modifier l'assignation de la variable. Par exemple, je ne peux pas faire h1 est égal à Melvin. Ça ne marche pas, j'ai une erreur. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre en JavaScript, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des objets, qui sont un type un peu plus complexe. Et ici, ceci est un objet possède des propriétés. Et on pourrait le déclarer comme ceci en faisant const user est égal ici à name Melvin. Et donc ici, malgré que j'ai utilisé const, je suis capable de modifier une propriété. Donc là, on est sur une variable. Donc user est égal à une variable. Et name, ici, est égal à une propriété de la variable user. Et donc, je suis capable de faire user.name est égal à Patrick. Et à ce moment-là, quand je console.log user et que je supprime cette petite ligne, on peut voir qu'on a name Patrick. Donc, on est capable de modifier les propriétés d'une variable, mais avec const, on n'est pas capable de modifier la variable elle-même. Donc, ce que j'explique dans mon contenu un peu plus avancé, c'est que quand on déclare une variable, on déclare une sorte d'adresse. Une adresse, tu pourrais l'imaginer, comme je le fais ici, comme une sorte de maison. Donc, quand on déclare cette variable user, qu'on a fait avant, const name ou user, const user, et en fait, c'est l'équivalent d'une adresse. Et cette adresse, ça pourrait être l'adresse d'une maison. Par exemple, ici, on pourrait dire que l'adresse qu'on déclare avec cette variable name, c'est l'adresse A3, qui peut être localisée dans le processeur comme ceci, mais qui peut aussi être localisée comme ceci dans l'adresse d'une maison. Et donc ici, si je modifie la variable, une propriété de la variable, ou un élément du tableau, c'est comme si je modifiais un élément de la maison. Mais la maison, elle reste la même, elle reste au même endroit. Je n'ai pas fondamentalement supprimé, remplacé la maison. J'ai juste modifié une propriété de celle-ci. Et c'est pour ça qu'on passe de cette maison à cette maison qui a par exemple changé la couleur de cette fenêtre. Ce genre de schéma t'aide à apprendre, parce que malheureusement cette vidéo elle doit durer 1 heure et j'ai beaucoup de choses à te montrer. Et comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de schémas comme ceci. Et tout ceci, je l'explique dans une formation bien plus poussée que tu peux accéder gratuitement dans mlv.sh/javascript. Donc ici, tu peux accéder à une formation de Java. Donc ici, tu peux accéder à cette formation JavaScript qui a été mise à jour récemment et qui va te permettre d'apprendre JavaScript comme ceci avec des workshops, des applications, des challenges et un plan de la formation super complet. Donc, tu peux aller sur mlv.sh/javascript ou le premier lien dans la description si tu veux avoir une formation beaucoup plus guidée, beaucoup plus longue avec énormément de schémas qui vont te permettre d'apprendre tout ça.
Donc voilà, petit aparté, je suis obligé de la faire, mais on reprend. Maintenant, on a compris que quand on modifie la variable ici, il n'y a pas de souci parce qu'on ne fait que de modifier une propriété de celle-ci. Maintenant qu'on a vu ça, eh ben, on comprend que je peux utiliser myname pour modifier le contenu. h1element.textContent est égal à myname. Sauvegarder. Et là, on voit que Jean a remplacé. Donc, on a bien utilisé la variable myname, précédemment créée, pour modifier le contenu de la page. Maintenant, on est aussi capable de récupérer du contenu de la page. Donc, par exemple, ici, on peut faire un input qui va être de type number. Et ici, je vais faire deux inputs de type number, comme ceci. Et on va faire value, comme ceci, avec 12. Et value est égal à 24. Donc là, on a 12 et 24 et on pourrait se dire, voilà, moi dans le texte ici, j'ai envie d'afficher l'addition de ces deux éléments. Donc pour ce faire, on peut supprimer ceci et on peut venir récupérer nos deux inputs. Comment est-ce qu'on récupère nos inputs? Parce que là, si cette fois, je récupère deux fois l'input, input element est égal à document.querySelector de inputs et que je le fais deux fois, donc input 1 et input 2, et que je console log input 1 input 2, on peut voir qu'en fait, étrangement, on a deux fois le même. On n'a pas deux fois un champ différent, on a deux fois le même input. Pour changer ça, on va rajouter un ID avec ici, par exemple, number 1. Et ici, dans le deuxième, on va rajouter un ID avec ici number 2. Et donc, à ce moment-là, je peux récupérer un élément via son ID en utilisant dièse. Comme si je faisais une sélection CSS. Donc, pour tester, on n'a qu'à faire l'exemple avec CSS. Donc là, je fais number 1, background, red. Et on peut voir que ça vient bien target le number 1 parce qu'avec le dièse, on vient target un ID. Et bien, si j'utilise le même sélecteur dans querySelector et que j'utilise ceci évidemment deux fois, et bien on peut voir que cette fois, on a bien une fois l'input number 1 et une fois l'input number 2. Ensuite, je peux récupérer leurs valeurs. Et donc ici, il faut savoir quelques trucs par cœur. Évidemment, si tu ne sais pas, tu n'as qu'à venir comme ceci, hein, demander à ChatGPT comment récupérer la valeur de l'input. Bam, je lui pose la question et il va nous dire qu'il faut utiliser la valeur. Donc, n'hésite pas à utiliser ceci. En plus, ici, il nous passe une bonne information parce que cette valeur est toujours une chaîne de caractères. Mais on va le voir ensemble, ChatGPT. Tu n'as pas besoin de nous spoiler comme ça, hein. C'est pas possible. Donc là, je récupère la valeur 1 et je récupère la valeur 2. Et là, je vais console log, encore une fois, value 1 et value 2. Tu peux voir que des fois, quand je console log, j'utilise cette syntaxe d'objet. Alors, c'est très pratique parce que ça nous permet de console log en affichant le nom des variables automatiquement. Donc, au lieu de faire console.log de value 1, 2 points, value 1, virgule, value 2, 2 points, ici, value 2, tu peux voir qu'ici, ça fonctionne et c'est un peu moins visuel. Et bien là, c'est très visuel. Le problème, c'est qu'ici, c'est des numbers. Et donc ici, on va se dire, ok, c'est pas grave, si c'est des strings, pardon, h1element.textContent est égal à value 1 plus value 2. Et là, ça nous affiche 12, 12. Donc là, c'est la petite blague de développeur. Ouh là là, mais pourquoi 12, 12? Qu'est-ce qui se passe? Et bah, c'est 12, 12 parce qu'en fait, on essaie d'assigner. On additionne deux strings. Et quand on additionne deux strings, donc là, il faut comprendre un petit sujet. Addition avec plus. Quand c'est des strings, au lieu de les additionner, parce que c'est pas très possible, enfin c'est possible si on transformerait ça en hexadécimal, etc. Mais c'est pas grave. Au lieu de les additionner, ce qu'on est en train de faire en réalité, c'est qu'on est en train de faire de la con. Ok? Concaténation, c'est le fait de prendre deux bouts de string. Donc je pense que j'ai un petit schéma qui se cache ici. C'est le fait de prendre deux bouts de string, comme ceci, et de les mettre ensemble. Donc comme si on les additionnait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je les mets ensemble. On enlève le dièse au milieu, et ça nous fait le nom begin JavaScript. Donc si on vient concaténer deux bouts de string ensemble. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est les transformer en number. Pour ça, en JavaScript, on a une sorte d'objet. Donc il y a plein de moyens de faire ça, hein. On peut utiliser par exemple parseInt. Donc là, quand je fais parseInt, on peut voir que maintenant 12, c'est un number. Mais ça marche toujours pas, parce que je dois faire pour les deux éléments. Mais personnellement, le plus simple, c'est d'utiliser number. Et donc là, ça fonctionne toujours la même chose, sauf que number est plus simple. Et donc là, on fait 12 plus 12. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah, j'ai pas utilisé input 2. Donc là, 12 plus 24, ça fait 36. Alors désolé, depuis le début, on a une petite erreur. J'espère que tu l'as remarqué et que tu l'as corrigé dans ton code. Et je suis sûr que tu l'as fait parce que tu as des yeux de lynx comme moi.
Donc ici, on a bien 12 plus 24 est égal à 36. Et donc, on a bien additionné des nombres. Donc là, on a découvert un nouveau type. On a découvert le type string et on a découvert le type number. Et donc, quand on additionne deux numbers, on fait une addition. Bon, jusqu'ici, c'était un peu obvious. Mais c'était important de le dire. On a fait de la concaténation et maintenant, on fait de l'addition. Et c'est comme ça que JavaScript fonctionne. Il y a pas mal de types en JavaScript. Ça sert à rien de tous les voir. Moi, ce que je te conseille de faire dans la vie, c'est de les découvrir au fur et à mesure. Mais on a le type string dans les types primitifs. Donc, les types primitifs, c'est les types qui prennent JavaScript et qui excluent les objets comme on l'a vu avant. On a des strings, on a des numbers, on a des big int quand c'est des très gros numbers. On a le type undefined, on a le type booléen. Et si je ne me trompe pas, il en manque un. Le dernier, c'est symbol, qui est un peu compliqué. Donc tout ça, c'est les types primitifs. Ça ne sert à rien de tous les savoir. On va les apprendre au fur et à mesure. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, maintenant on se dit, mais Melvin, c'est quoi ton application de nulos? Mais de vrai nulos. Pourquoi est-ce que ici, on a comme ceci des inputs et quand on les change, il ne se passe rien? Bon, on va rajouter un nouveau élément qui va être un bouton. Et dans ce bouton, on va faire ici add. Et donc maintenant, on a deux champs texte et un bouton add. Et donc quand je clique sur ces deux champs texte, que je mets un number dedans et que je clique sur add, je veux que ça s'additionne. Et pour ça, on doit d'abord récupérer le bouton. On va lui mettre un ID qui va s'appeler add bouton par exemple, ou juste add. Bon, on peut l'appeler add, c'est bon. Ensuite, je vais récupérer encore une fois son petit élément ici. Donc ici, button elements est égal à document.querySelector, ici, de button. Et donc maintenant, il va falloir faire un truc qui commence à devenir un peu compliqué. Donc d'ailleurs, ici, j'ai fait une erreur, c'est add. C'est qu'on va vouloir récupérer un event. Un event quand il se passe un truc sur la page. En fait, chaque fois qu'on fait un truc sur cette page, il se passe des events. Et donc, évidemment, j'ai un exemple de code d'events. Donc, les events peuvent se produire sur n'importe quel élément comme ceci dans ta page. Et quand ils sont cliqués, ils ont un système assez complexe que je ne vais pas rentrer en détail juste ici, mais avec des events de type capture et des events de type bulle, et qui vont venir comme ceci t'envoyer des events. Et donc, nous, on va pouvoir ici récupérer cet event sur n'importe quel élément du DOM. Alors, le plus simple, pour commencer, c'est de faire body. Et pour ajouter un event, donc sur document.body, on peut utiliser add event listener. Et ici, on va pouvoir donner un nom à notre event, click. Et là, on va devoir passer une fonction JavaScript. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction JavaScript? Une fonction JavaScript, c'est un bout de code qui va pouvoir être exécuté plusieurs fois. Et donc ici, je vais faire function pour déclarer une fonction JavaScript que je vais appeler function JavaScript. Ok. On va utiliser des accolades qui va nous permettre de prendre ou pas des paramètres. Et ici, à l'intérieur, on va faire console.log, j'ai été cliqué, avec un petit emoji timide, comme ceci. Et donc là, quand je clique sur la page, il ne se passe rien du tout. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y a un petit problème, c'est qu'en fait, le body, on peut le voir juste ici. Alors ça, c'est un petit truc mal fait en CSS. C'est que le body, il est que disponible sur cette taille d'écran. Tu peux voir qu'il fait que 80 pixels. Donc pour résoudre ce problème, ici, on peut utiliser HTML body min8 100%. Et donc à ce moment-là, c'est plus cool parce que tu peux voir que le HTML et le body. Alors pourquoi le body, il prend pas sa min8? Eh oh! On peut peut-être utiliser 8 100% finalement. Donc là, hop, tu peux voir que le body et notre élément prennent la maximum de 8 et on va rajouter un margin 0. Donc là, quand on rajoute un margin 0, c'est pas joli. Donc on va rajouter une petite div ici qui va s'appeler main. Donc un élément main qui va avoir ici, un petit style main margin 8px ou peut-être 12px, comme ça c'est joli. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a ici l'event, j'ai été cliqué, qui est apparu chaque fois que je clique quelque part sur body. Et ça, c'est génial. Ce qui se passe ici, c'est que cette fonction est exécutée chaque fois qu'on vient cliquer. Parce que quand on clique, JavaScript prend cette fonction et l'appelle. Et on peut même savoir sur quel élément on a cliqué en prenant events. Et ici, je peux faire event.target. Et à ce moment-là,
ça va me dire que là, j'ai cliqué sur Body, là, j'ai cliqué sur le H1, là, j'ai cliqué sur l'input, là, j'ai cliqué sur cet input, et là, j'ai cliqué sur ce bouton. Et donc, tu pourrais dire, on a peut-être trouvé la solution pour pouvoir dire si le e.target.id, blablabla. Non, on va pas faire ça parce que c'est pas du clean code. Et moi, je vais t'apprendre les bonnes pratiques de développeurs qui envoient du lourd, quoi. Bon, donc ici, on a une fonction JavaScript. Et une fonction JavaScript, c'est un bout de code réutilisable. Donc, si on veut, on a vu les variables. Les variables, ça permet de stocker des valeurs. Et bah, les fonctions, tu peux les imaginer comme une boîte qui permet de stocker, au lieu de stocker des valeurs, ça permet de stocker des actions, des choses qui vont se passer. Et donc, on va foutre des paramètres dans cette fonction, dans la boîte, par exemple, ton âge, etc., blabla. Et nous, ça va nous ressortir quelque chose. Ça va nous ressortir peut-être un number, un objet, tout ce que tu veux. Et entre deux, il va se passer le corps de la fonction. Donc ici, on va voir ça ensemble. Donc d'abord, nous, on va enlever cet event listener du body, mais on va l'ajouter sur le bouton elements. À ce moment-là, quand je fais ça, eh ben, on peut voir que quand je clique là, il n'y a plus de log, mais que c'est uniquement quand je clique sur le bouton qu'il se passe un truc. Et donc moi, quand je clique sur le bouton, j'ai envie de faire ce qu'on avait fait avant avec le calcul. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que la logique qui était avant dans le script, je vais venir la supprimer avec commande X. Commande X, ça permet en fait de supprimer et de copier en même temps. Et ensuite ici, je vais sélectionner ceci, je vais le supprimer aussi. Et on peut garder, ok, on peut garder parce que l'emoji timide est vraiment cool. Et là, je vais faire commande V et je colle le code que j'avais avant. Et maintenant, au lieu que ce code soit exécuté qu'une seule fois quand on fait ce code juste ici, il va être exécuté chaque fois qu'on clique sur le bouton. Et donc là, 12 plus 24, add 36. Et là, si je change 303 plus 101, 404. 404, c'est l'erreur qu'on verra ensemble dans mes formations. Bref, c'est une blague, évidemment. Blague de développeur, 404. Donc ici, 303 plus 303 est égal à 404. Et là, on a du coup un champ texte, enfin un bouton, une fonctionnalité qui fonctionne. Maintenant ici, tu peux voir que ce add ici, c'est peut-être un peu de logique. On a envie de séparer notre logique. Donc déjà, on a envie de bien nommer nos fonctions. Donc du code clean, c'est de nommer nos fonctions correctement. Et donc pour ça, tu peux faire clic droit. Ici, tu peux faire rename symbol. Et donc tu peux voir que moi j'ai un raccourci différent du tien. Toi, ça doit être F7 ou F10 ou je sais pas quoi. Moi, c'est Command Shift R. Donc c'est des settings customisés que j'ai fait. Donc ici, je vais faire Command Shift R. Et à la place de fonction JavaScript, je vais renommer on addition button click. Pourquoi est-ce qu'on donne un bon nom bien descriptif? C'est que le but, quand tu crées une fonction, c'est que quelqu'un qui ne voit pas l'intérieur de la fonction sache ce qui se passe. Mais est-ce que là, tu sais ce qui se passe? Non. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on clique sur le bouton, il y a une addition qui se fait. Mais nous, on a aussi envie de gérer cette addition de manière un peu séparée. Donc ici, je vais créer une autre méthode qui va faire addition number. On va l'appeler add. On va l'appeler addition. Cette méthode, elle va prendre en paramètres A et B. Et elle va retourner... Non, alors déjà, on va juste faire ça pour l'instant. On va pas aller trop vite. On se calme. Console.log A et B. Et donc là, ici, dans le text content, ce qu'on va faire ici, c'est const result est égal à addition. Et ici, A, c'est value 1. Et B, c'est value 2. Et donc ici, quand je viens ici écrire 12 et 24 et que je fais add, on voit ici la log A, 12 et B, 24. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de passer des paramètres à notre fonction. Donc on a la fonction addition qui est ici. On lui passe en paramètre value 1 qui se retrouve comme ceci à la place de A. Et on lui passe comme paramètre ici value 2 qui arrive comme ceci à la place de B. Et quand on passe ce value 1 et ce value 2, et bien ici on peut faire console.log A plus B. Et donc là quand je fais addition, ça nous affiche 36. Bon, le problème c'est que là si je veux récupérer le résultat, là tu vois que j'ai le résultat et que j'essaie de le récupérer comme ceci et que je fais addition, et bon, on n'a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que si je console.log le résultat et que j'essaie d'additionner, on peut voir que c'est undefined. C'est un type qui veut dire pas défini en français. Et c'est quand une variable n'a tout simplement jamais eu de valeur. Et donc là, on déclare une variable et on dit résultat est égal à addition. Mais addition retourne undefined, il ne nous retourne rien. Et donc les fonctions en JavaScript, on l'a vu ici, elles prennent des paramètres et elles prennent une sortie. Ici, tu peux l'imaginer qu'elle sort la sortie en bas, ok? Je ne vais pas te faire le dessin. Et donc, pour cette sortie, on va pouvoir
de manière assez fantastique, venir afficher cette sortie et pouvoir la retourner de notre élément. Et donc pour la retourner de notre élément, eh ben on va ici utiliser le mot-clé. Et return, ça nous permet de retourner n'importe quoi. Par exemple, je peux retourner Melvin. Et donc à ce moment-là, on peut voir que ça fait result Melvin. Je peux aussi retourner un résultat. Et donc je peux retourner ce A plus B. Donc là, si je prends A plus B et que je le retourne, et bien maintenant, ça retourne 36 et ça nous affiche 36. Donc qu'est-ce qui se passe? On a value 1 qui est passé en paramètre à la place de A. On a ensuite value 2 qui est passé en paramètre à la place de B. Et on a finalement le résultat qui est retourné. Et quand on le retourne, tu peux imaginer que ça, il vient faire chloup jusqu'ici et qui vient arriver dans la variable result. Et nous, ce qu'on fait finalement, c'est d'afficher cette variable result, comme je le fais juste ici, qu'on affiche ici dans le résultat. Et donc, on a additionné deux valeurs, qu'on a pris le résultat pour l'afficher dans une variable. Et c'est ce qu'on voit juste ici. Donc là, c'est la magie des fonctions qui nous permet de réutiliser un bout de code. Donc ça, c'est fantastique. On a vu un des trucs les plus importants qui est ces fonctions. Maintenant, parfois, avant de passer au sujet suivant, on a vu comment on pouvait appeler une fonction. Et on a vu ici que ça appelait une fonction. On pourrait aussi se dire que cette fonction, elle n'a pas trop de sens en tant que telle. Et on peut créer ce qu'on appelle des arrow functions. Alors les arrow functions, c'est un peu étrange. On vient utiliser des parenthèses, poil flèche, contenu de la fonction. Et là, je peux déplacer tout ce contenu à l'intérieur comme ceci, supprimer ma fonction. Et là, je viens de définir ce qu'on appelle une arrow function. Donc au lieu de déclarer une fonction qui a été nommée, séparée, etc., je peux directement l'inliner, donc l'inliner, la déclarer à l'endroit où elle est utilisée. Et donc cette fonction, elle n'est pas réutilisable. Elle est utilisable qu'une seule fois. Mais c'est aussi une pratique qui est faisable. Et on peut voir que quand je fais ça et que j'essaie d'additionner, ça fonctionne toujours. Donc on a deux types de fonctions. On a ce qu'on appelle la déclaration de fonctions standard, comme ceci. On peut aussi déclarer une fonction standard avec une arrow function comme ceci, mais on ne va pas le voir ensemble et c'est des informations qui sont inutiles pour ce tutoriel. Mais on peut aussi faire des arrow functions et ça, c'est assez pratique. Bon, maintenant, jusqu'ici, c'était marrant, on s'est bien amusé avec cette histoire de calculatrice. Malheureusement, on peut aller... Je trouve ça pas très fun, cette calculatrice, même si je peux te montrer plein de trucs. On va s'amuser un petit peu et donc on va monter un petit peu le niveau de difficulté, mais reste avec moi, on va rester simple. On va supprimer tout ça et ici on va venir créer un board avec à l'intérieur un square et on va venir créer comme ceci 9 squares. Là on déclare 9 squares comme ceci et ensuite dans cette classe board on va faire comme ceci display grid template column. Ici on va faire 1fr 1fr 1fr. Ensuite on va faire square qui va être une width de par exemple 100 pixels ou 8 50 pixels, border, 1 px, solid black. Et ici, on va rajouter with fit content. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche. Et ça nous affiche un board comme ceci. Donc là, que je te refasse les styles, qu'on comprenne bien ce qui se passe. Je vais te les mettre ici en haut. Comme ça, on peut voir tout ensemble. Et on n'a pas besoin de scroller comme des... On va faire ici un board et on va créer un petit tic-tac-toe. Si je ne me trompe pas, tic-tac-toe. Ouais, voilà. Donc ici, on a créé un board avec ici des petits squares et on va animer ce petit board avec ces squares. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire pour commencer et s'amuser un petit peu, c'est venir ici rajouter const square est égal à document.querySelectorAll, ici .square. Et là, quand on fait console.log de square, ça va être notre tableau de données où on a ici nos 9 éléments qui sont affichés dans l'ordre. Donc ici, on peut voir blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, on a 9 éléments et quand on fait un tableau, les index des tableaux commencent à 0 et vont jusqu'à ici 8. Ce qui fait une longueur de 9. Et donc, on peut voir que là, on a 9 éléments qui sont notés de 0 à 8 pour l'index qui commence à 0. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir... là, le problème de ce truc, c'est une node list. Et donc, nous, on va transformer ça en array. Et donc, pour ça, on peut faire array from et passer cette histoire en paramètres. Alors, je ne vais pas t'expliquer pourquoi, mais ça permet juste de
transformer cette note list en ce tableau va nous permettre d'être un peu plus flexible dans la manipulation des données. Et ce qu'on veut faire tout simplement au début, c'est que quand on clique sur un des squares, ça nous affiche un rond ou un circle. Donc nous on va faire let player est égal à x. On va déclarer une variable modifiable qui définit le player qui est égal à x. Et ensuite on va pouvoir faire document.addEventListener de ici pas de document mais on va récupérer le board avec document.querySelector.board et ici je vais faire board.addEventListener. Je clique et lors du clic je vais prendre l'event comme ceci et je vais créer une fonction inlinée et je vais venir faire event.target.textContent est égal à player. Et donc là, je viens dire, je prends le contenu de la target et je la fais égal à player qui est égal à x. Et donc là, quand je viens faire clic, on peut voir que ça vient mettre des x partout où je clique. Et donc c'est déjà sympa. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le e.target, c'est l'élément que je clique. Donc si je clique sur l'élément du milieu, le e.target, c'est l'élément du milieu. Et donc ici, j'ai juste affiché ceci, ça permet de récupérer en fait l'état des données. Donc là, on clique sur un élément, ça nous affiche le x. On va modifier les styles de notre square ici pour faire display flex, align item center, justify content center et font dice 16 px. Et 16 px, c'est pas assez. 32 px. Et donc là, quand je clique, ça affiche un gros x. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour switch entre x et o? Donc x, o. Et pour ça, on peut venir dire player if. Et donc là, on va faire notre premier if. Si le player est totalement égal à x, à ce moment-là, le player devient O. Et si le player est totalement égal à O, à ce moment-là, le player devient x. Donc ce qu'on est en train de voir ici, c'est une condition. Donc il y a le if qui va venir prendre une expression. Donc une expression, c'est un petit bout de code, comme on a vu ici, player est égal à x ou player est égal à O. Et il va venir dire, si cette expression est vraie, dans ce cas-là, je vais rentrer, je vais le laisser rentrer. Et si cette expression est false, je ne vais pas le laisser rentrer et je vais passer dans le else. Donc nous, on n'a même pas fait de else ici. Et donc les conditions, c'est comme ceci. If condition, faire quelque chose, sinon faire une autre chose. On dit souvent que le code, c'est qu'un amassis de if-else, peu importe le niveau. Un amassis de if-else et de fonctions. Et donc ici, on peut voir que là, je vais pouvoir rajouter des logs. Edit player to O et edit player to X. Et donc là, quand je clique ici, ça m'affiche O et edit player to X. Donc là, tu vois que j'ai fait une grosse erreur. C'est qu'on est toujours sur des X parce que là, je modifie le player en O et ensuite, je vérifie si c'est un O. Et donc, évidemment que c'est un O vu que je viens de le modifier. Donc, pour modifier ça et pour dire je veux qu'une seule condition, on peut faire else if. Donc, on dit si le player est X, t'exécutes ceci. Sinon, si, c'est pas le cas. Si player est O, je le modifie en O. Et donc là, maintenant, quand je fais OX, OX, et donc là, on peut voir que ça a bien fonctionné. Et on vient bien switch entre X et O de manière automatique et programmatique. Donc là, on a fait déjà un bon challenge. Maintenant, ces if permettent de faire pas mal de choses. Qu'est-ce qui se passe si je veux cliquer sur un élément qui a déjà un X? Donc là, quand je clique, en fait, je peux cliquer plein de fois sur le même élément et il fait que de changer entre X et O, X et O, X et O. C'est évidemment pas ce qu'on veut qui se passe. Donc, on va pouvoir aussi faire une autre condition qui fait const current value est égal à e.target.textContent. If, s'il y a une current value, donc là, on va tout simplement d'abord console log la current value. Moi, c'est comme ça que je code. On fait étape par étape. Donc là, on clique et là, on voit que la current value est vide. Et donc, on fait s'il n'y a pas de current value ou s'il y a une current value, s'il y a déjà une valeur. Et donc, en fait, ici, il se passe un truc spécial. Si là, je fais console.log there is a current value. Donc là, quand je clique, on peut voir que ça m'affiche bien there is a current value. Parce que quand on fait un if comme ceci, ce que fait JavaScript sous le capot, c'est qu'il transforme ça en booléen, en true-false. Et en JavaScript, il y a le concept de variable trueC et falseC. Une variable trueC, donc tout ce qui est vrai, c'est par exemple une string avec un contenu. C'est n'importe quel nombre qui est supérieur à 0. C'est n'importe quel objet ou tableau, etc. Qu'est-ce qui est falseC? Eh bien, ça va être une string vide. Ça va être 0. Ça va être nul.
ça va être undefined. Tous ces trucs, c'est des concepts qui vont être considérés comme falsy. Donc la current value, on a une, on fait there is a current value. Et dans le cas où there is a current value, on peut utiliser return. Et donc return, ici, on utilise le pattern de early return. Donc on détecte les erreurs. Et dès qu'on a détecté l'erreur, donc là, utilisateur modifie un élément déjà rempli. Ça, warning, c'est une erreur. Et donc à ce moment-là, on affiche comme ceci une donnée. Enfin, on n'affiche rien, on return. C'est l'inverse de ce que tu pourrais faire. Toi, tu pourrais dire, bah voilà, je veux effectuer le code qui suit, comme ceci, uniquement s'il n'y a pas de current value. Donc là, tu vois que c'est l'inverse. Je viens faire une condition. S'il n'y a pas de current value, j'effectue ce code-là. Et donc à ce moment-là, ça marche bien. Hein, parce que là, si je refresh, donc en fait, quand je clique, ça marche bien. Et quand je clique à nouveau, eh ben, il ne se passe rien. Mais le problème, c'est que tu te retrouves avec une indentation. Déjà qu'on est dans une fonction, mais en plus, on est dans une autre fonction et on se retrouve avec une double indentation, ça devient le bordel. Donc c'est beaucoup plus clean d'utiliser le pattern d'early return et de vérifier quand il y a des erreurs. Donc là, ici, c'est ce qu'on fait. S'il y a déjà une current value, je veux rien faire. Et donc là, tu peux voir que quand je clique, il se passe rien. Maintenant, on a envie d'aller plus loin et dire, bah voilà, maintenant qu'on a joué, j'ai envie de dire quand il y a une ligne qui est faite, comme ceci, j'ai envie de détecter cette ligne et à ce moment-là, d'afficher quelque chose. Donc notre code va devenir complexe. Et donc, on peut faire pas mal de choses. Déjà, la partie ici de switch le player, je vais pouvoir créer une fonction qui va s'appeler toggle player. Cette fonction, ici, que je peux mettre au début, elle va venir accéder à la variable player. Et donc là, il y a un concept très compliqué que j'explique bien mieux dans la formation ici parce que c'est des concepts avancés. Et si je commence à partir dans ces sujets-là, la vidéo en 1 heure, déjà qui va pas faire 1 heure, mais elle va vraiment pas être possible. Donc je t'invite à aller dans le premier lien dans la description pour venir te former vraiment à l'algorithmie et comprendre JavaScript en profondeur. Mais en attendant, il faut savoir que cette fonction, ici je me suis trompé de mot-clé, cette fonction elle a accès à cette variable. Et donc je peux juste prendre ce code et le prendre ici parce qu'on peut le voir, la fonction a accès à la variable player. Et donc là ici je peux appeler toggle player. Et on peut voir que boum, ça vient bien, console log le player actuel. On peut aussi grandement simplifier ce code en faisant player est égal à player complètement égal à x. Et là, on va pouvoir utiliser un ternary operator. Et donc, en fait, c'est une condition qui se fait sur une seule ligne en forme d'expression. Donc ici, on met une expression. Et là, on va pouvoir faire si player est totalement égal à x avec un point d'interrogation. À ce moment-là, je veux afficher 0. Et dans le cas contraire, je veux afficher x. Donc, si le player est déjà égal à x, donc là, condition, ensuite, résultat si vrai, et ensuite, résultat si faux, qui vient assigner la variable. Et donc, on peut voir à ce moment-là que quand je clique, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je fais double modification, donc je supprime ça. Et maintenant, quand je clique, ça fonctionne toujours. Ok, donc on a déjà pas mal réussi. Maintenant, on a modifié le contenu, on a fait la condition, et on veut faire function is get winning square. Et donc là, on va retourner sur... on va commencer un truc un peu compliqué. Ce qu'on veut faire, c'est définir tous les combos gagnants. Et donc, pour définir tous les combos gagnants, on va définir comme ceci win combo. Et donc, ça va être tous les combos qui sont potentiellement gagnants. Et donc, pour ça, je vais venir afficher 0, 1, 2. Donc ça va être la ligne 1. OK. Ensuite, la ligne 2. Donc 3, 4, 5. Et ensuite, la ligne 3 avec 6, 7, 8. Et donc là, je vais pouvoir regarder les lignes. Donc là, on a prettier qui va venir formater ça. Ça va être horrible. Et donc, j'ajoute la commande prettier ignore. Ça évite qu'il reformate mon code constamment. Ensuite, une fois qu'on a les lignes, on va vouloir faire les colonnes. Donc ici, on va vouloir faire colonne 1. Et donc la colonne, en fait, ça représente 0, 3, 6. Donc, en fait, c'est assez simple de se visualiser parce que ça représente la ligne qui est juste ici, 0, 3, 6. D'ailleurs, j'ai fait une erreur. Ensuite, la colonne 2 et la colonne 3. Donc, ici, je rajoute ça, ça, ça. Colonne 2 et colonne 3. Donc là, la même chose, c'est 1, 4, 7. Donc ici, on a la colonne qui est juste ici, avec 1, 4, 7. Et la dernière, c'est 2, 5, 8. Donc ici, 2, 5, 8. Et finalement, la dernière étape, c'est horizontal. Donc ici, je prends ça. Et là, on va choisir horizontal 1, 2 et 3. Et donc là, le petit raccourci clavier que j'ai fait pour sélectionner plusieurs fois le même contenu, c'est commande D. Ça permet de sélectionner comme ceci plusieurs fois. Et donc là, horizontal, c'est 0,
4, 8. Il n'y a que 2 horizontales, finalement, je me suis trompé. Il y a aussi 2, 4, 6. Donc ici, 2, 4 et 6. Une fois qu'on a tous les win combos, comme je l'ai fait ici, on va vouloir tester si par hasard, il y a le même contenu pour les 3 win combos. Et donc, pour faire ça, on va faire une boucle avec ici let combo of win combo. Et donc là, ce que je vais faire, c'est const ABC est égal à combo. Et donc là, on a pas mal de choses compliquées qui viennent de se passer. Je vais tout expliquer. On apprend en faisant ici, donc j'espère que tu fais en même temps que moi, sinon tu n'apprends vraiment pas. Donc là, je vais appeler getWinningSquare et je vais venir cliquer là. Et donc là, ça tombe bien parce que évidemment, ça marche pas. Parce que ici, ce qu'il fallait faire, j'ai fait une petite erreur, c'est des tableaux, hein. Donc ici, ce que je vais faire pour faire les tableaux automatiquement, je vais sélectionner les 2 lignes ici. Je vais faire commande D, commande D, commande D. Je vais rajouter au début entrée et à la fin fermée. Et comme ça, ici, tu vois que j'ai toute la ligne avec chaque fois des tableaux qui sont dans des tableaux. Et donc là, à ce moment-là, je viens faire let combo of win combo. Et quand je clique, on peut voir que cette boucle, elle va venir passer sur chacune des lignes avec chaque itération. Elle va faire une itération ici, 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 ici et ici. Il y a plusieurs moyens de faire des boucles. Celle que tu connais le plus, c'est sûrement let i est égal à 0. I plus petit que win combo.length. Et ici, i plus plus. Et à ce moment-là, je peux console i. Et tu vois que là, ça marche la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'il y a 7 combos. Et ensuite, on peut récupérer le bon combo, mais ce qui arrive au même résultat, en faisant win combos de i. Et à ce moment-là, je peux faire console log i et combo. Et on peut voir que quand je fais ça, et ben ça m'affiche chacune des logs. Donc en fait, ce code va s'exécuter encore et encore et encore et encore jusqu'à que toutes les lignes de ce tableau soient exécutées. Et donc la syntaxe la plus clean et la plus simple quand tu débutes, qui t'évite de faire des erreurs, c'est d'utiliser let combo of win combo et ensuite faire ceci. Maintenant, on a envie de récupérer les valeurs qui sont dans ce combo. Et pour faire ça, et ben ici j'ai utilisé la technique de déstructuration. Et donc, ici, on est sur des tableaux, hein, donc je sais que ça peut être compliqué. Là, on peut voir que si je log ABC, en fait, c'est 3 variables que j'ai sorties de leur tableau. Donc, au lieu de faire, donc comment est-ce que je pourrais récupérer des variables? Et bien ici, je pourrais faire A est égal à combo de 0, comme ceci. Et là, je peux faire console.log A. Et donc là, si je teste, on peut voir que ça log toujours le premier élément, 0, 0, 3, 3, 6, 6. Mais je peux aussi récupérer A, en fait, en prenant le tableau et en disant je déstructure ce tableau en récupérant le premier élément. Et donc à ce moment-là, j'ai toujours la variable A qui est disponible. A, 0, 3, 6, 0, etc. Et là, je peux même dire je veux récupérer la deuxième variable dans une variable B et la troisième variable dans une variable C. Et ce que tu peux voir, c'est qu'on utilise ici le mot-clé const veut dire qu'on est en train de déclarer, on est bien en train de déclarer une nouvelle variable. Et donc là, on déclare ABC est égal à combo avec A, console.log B, console.log C. Et là, quand je clique, A, B, C, on vient log chacun de ces éléments. Donc ici, très, très, très intéressant. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir dire si. Et donc, on se rappelle qu'on a l'objet square. Si square. Et en fait, ce 0, 1, 2, c'est l'index. Hein, on se rappelle, l'index, il va de 0 à 8. Et donc là, on a des chiffres qui vont de 0 à 8. Si l'index de A.textContent est complètement égal, et ici, on va pouvoir copier ce bout de code ici, à index de A.textContent, qui est complètement égal à ça, et bien ici, on sait qu'on est sur une win. Ça veut dire que 3 fois, le texte est le même. Console.log win. Et donc, à la place de mettre A ici, je vais remplacer par B, et ici, je vais remplacer par C. Et donc ici, je ne sais pas pourquoi il y a des parenthèses. On enlève les parenthèses. Il veut à tout prix me mettre des parenthèses. Moi, ce que je te propose de faire, c'est de faire ceci. Et ici, de rajouter prettier ignore. Ici, c'est un commentaire pour éviter qu'il formate. Donc, si le contenu du square A est égal au contenu du square C, B, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ABC, c'est bon. On va faire A, B, C. Si le contenu du square A est égal au contenu du square B, qui est égal au contenu du square C, on sait qu'il y a une win. Et on sait que cette win, elle a été faite avec le combo. Et donc là, on va tout de suite pouvoir tester. Donc là, je vais venir faire cliquer X, 0, X. Donc là, est-ce que je peux encore gagner? Oui, 0, X et là 0. Et donc là, est-ce qu'on a une win? On n'a pas de win, les amis. On n'a pas de win. Et j'ai fait une petite erreur, c'est que ce double égal, ça ne marche pas.
Donc ici, j'ai un peu bugué. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de faire si A est complètement égal à B. Et donc ici, on va bien les mettre ensemble. Et donc là, on va faire double condition. Donc j'ai un peu bugué, je suis désolé sur ce coup. Ça arrive, on fait tous des erreurs. Et si toi, tu fais des erreurs et que tu te sens stupide, sache que même un développeur expérimenté qui a travaillé pendant 1000 ans en entreprise fait des erreurs. Ta capacité d'être développeur, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui arrive à les trouver. Et donc si le A est complètement égal à B et qu'en fait le B est complètement égal à C, donc là ici on fait A est complètement égal à B, B complètement égal à C, à ce moment-là, on sait que ça a une victoire. Le problème, c'est que là, on a plein de wins parce qu'ils sont vides. Donc, ce qu'il faut faire, c'est premièrement vérifier que A.textContent est complet. Et donc là, qu'est-ce que c'est ce et? Ce et, si je te montre ici, en fait, les true comme ceci, ça donne true. Mais true et false, ça donne false. C'est ce qu'on appelle une porte logique qui retourne true uniquement et uniquement si les deux expressions sont true. Donc ici, si cette expression est true, si cette expression est true, et si cette expression est true, uniquement si ces trois expressions sont vraies, à ce moment-là, on vient, comme ceci, afficher la win. Et donc là, on dit si le contenu A est complet, si le contenu A est complètement égal à B, et si le B est complètement égal à C, à ce moment-là, on affiche une win. Donc, je peux enlever ceci, et maintenant, je peux faire, et là, on a win 6, 7, 8. Et donc là, c'est parfait parce que s'il y a une win, notre méthode, elle va retourner le combo. Et donc là, on va faire const winning combo est égal à getWinningsQuar. Et ici, on va pouvoir faire s'il y a un winning combo, à ce moment-là, on va faire highlight winning combo, qui va prendre winning combo en paramètre. Highlight winning combo, c'est une deuxième méthode qu'on va pouvoir faire ici, qui va venir prendre ce combo en paramètre et qui va faire const index of combo, qui va venir récupérer square de index.classList.add win. Et donc ici, nous, on va faire un point win. Et ici, on va faire background. Hashtag F1, F1, F1. Donc ici, c'est pas très grave. Et on va choisir ici un vert pas trop clair pour qu'on puisse voir le texte. Non, on va faire un vert très clair finalement. Ok, donc on a ici le vert. Et on vient dire, bah voilà, quand c'est fini, je viens appeler la méthode highlight winning combo. Et donc, s'il y a un winning combo, je highlight ce winning combo. Et donc, à ce moment-là, je peux faire x0, x, bam. Maintenant, notre combo est highlight. Donc, comment ça se fait? Je récupère la réponse. S'il y a une réponse, j'appelle la méthode highlight winning combo. Lui, il vient récupérer chaque index et il utilise classList.add. Et classList.add, c'est une méthode MDN qui permet d'ajouter la classe win à notre élément. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut laisser une variable isPlaying est égale à true. Et à ce moment-là, dans le cas où il y a une victoire, comme ici, c'est le cas, on va faire isPlaying est égal à false. Et ici, on va rajouter une deuxième condition. If, si on n'est pas en train de playing, on return nul. Et donc, à ce moment-là, x, 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 et maintenant, je ne peux plus cliquer. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et donc, on a créé notre magnifique tic-tac-toe. Avec pas trop de complexité, un code super clean. Tu vois que là, le fait de faire le early return, ça devient plus important parce que si je ne faisais pas du early return et que j'inverse les conditions, et donc je dis ici, juste pour te montrer, hein, si on est en train de jouer, à ce moment-là, je fais ce code-là. Et maintenant, s'il n'y a pas de current value, uniquement, j'ai envie de faire ce code-là. Et tu peux voir que ici, le code est beaucoup moins lisible. On a un if, ça devient compliqué de s'y retrouver. Alors qu'avec le early return, c'est beaucoup plus clair. On pourrait afficher ici un petit paragraphe ID message. On va venir récupérer ce message juste ici. Document.querySelector de .message. Et donc là, on peut afficher des petits messages d'erreur. Par exemple, si on n'est pas en train de jouer, on fait message.textContent the game is over. Please reset. S'il y a déjà une current value, on peut rajouter un petit message de square is already fill. Choose another one. Et ensuite, si on a gagné, on peut afficher message.textContent. Et ici, on se demande, mais qui c'est qui a gagné? Eh bien, on peut récupérer const winning player est égal à square de winning combo de 0.textContent. Et donc ici, je peux faire une variable. Et donc là, comment est-ce que je peux faire? Je peux faire winning player plus win the game. Donc normalement, en faisant ça,
je peux faire... Ici, j'ai utilisé un point au lieu d'utiliser une dièse. Donc là, je fais... C'est si il n'est pas en train de jouer, hein, je me suis trompé. Plus X win the game. Et maintenant, si je clique plusieurs fois sur le même, on a un message d'erreur. Donc c'est top. Et finalement, ici, on peut afficher un petit bouton ID Reset, avec ici Reset. Par défaut, ce ID Reset, on va lui mettre une classe hidden. On va définir ici la classe hidden en display known. Donc là, tu vois qu'il ne se passe rien. Normalement, si je fais display known, il n'y a pas de bouton reset. Et ici, quand on termine la partie ici, je vais venir récupérer le reset button. Reset btn est égal à document.querySelector id reset. On va venir supprimer la classe hidden, resetButton.classList.remove hidden. Et comme ça, à ce moment-là, tchac, 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 ça affiche le bouton reset. Évidemment, il faut ajouter un event à ce reset, ce pauvre petit reset. Et donc là, on va faire resetBtn.add event listener de click qui va ici sur isPlaying est égal à true. Ensuite, on fait square for const square of square et on fait square.textContent est égal à empty. Comme ça, on vide chacun des contenus. Et on fait player est égal à x. Et à ce moment-là, on peut voir que je termine la partie, reset, et je peux rejouer. On a oublié de faire square.classList.remove de win. Et on doit aussi faire resetButton.classList.add de hidden. Et donc à ce moment-là, normalement, boum, reset. Et comme ça, on reset le game. On peut aussi faire d'ailleurs message.textContent est égal à string vide. Et donc à ce moment-là, c'est encore mieux parce qu'on peut voir que reset, il y a tout qui reset comme avant. Donc là, très important, méthode reset. On peut faire un autre petit truc avec ici le player actuel, avec ici xTurn. Et lors de la modification du player, on peut récupérer ce message qui est player. On va venir le récupérer juste ici en faisant const player est égal à player element. Et là, je fais player element.textContent est égal à ici player plus turn. Et donc là, normalement, quand je clique, bam, ça change, il y a les messages d'erreur, etc. Par la même occasion, ici, on fait ce qu'on appelle la concaténation. Il y a une autre petite technique, c'est d'utiliser des backticks. Et quand on utilise les backticks, on peut intégrer la variable dans celle-ci en utilisant $accolade et ici en écrivant player. Et à ce moment-là, je peux supprimer ça et tu vois que c'est une syntaxe beaucoup plus agréable que je te conseille. Et donc là, quand je fais ça, ça marche bien. Reset. On peut jouer. Donc maintenant, tu peux inviter ton pote. Évidemment, on a oublié de reset maintenant celui-ci pour faire player turn. Et donc là, bam, 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 reset. Et on a l'état qui revient. Donc tu vois, avec un petit script de 156 lignes, on a fait un jeu qui est quand même cool et tu peux être vraiment super méga fier de toi si tu as réussi à faire ce jeu. Donc là, je vais essayer de gagner. Ça doit être ça. Et boum, on peut voir que ça gagne aussi quand on fait de côté. Et on n'a juste pas géré le cas où on termine la partie sans rien. Donc ça, il faudrait quand même le faire. Comme ça, on clean un petit peu l'application. Donc là, winning combo, on l'a fait. Et maintenant, ici, dans le cas où il y a le winning combo, après, on fait return. Et maintenant, on va faire const is finished. Donc là, on va pouvoir créer une méthode ici qui s'appelle const toggle show end game. Donc voilà, qui ajoute la classe hidden, etc. Donc comme ça, ici, on peut utiliser cette méthode juste ici à la place de ça. Et maintenant, je peux faire if, et donc la petite technique, if square.every, c'est une méthode qui va automatiquement passer sur chacun des éléments du tableau et qui va chaque fois exécuter cette fonction. Et donc là, je vais faire si le square, si chaque élément a un text content. Là, ça veut dire si every, donc si tous les éléments ont un text content défini, à ce moment-là, je sais que c'est no winner. Donc là, on va tester. Je vais cliquer là. Donc là, on a encore beaucoup de console log qui traînent. Donc on va les supprimer comme ceci. Donc là, ici, bam. Et là, on voit qu'on a la log no winner. Et donc, dans le cas où on a le no winner, on peut évidemment faire show end game et message.textContent no winner try again.
bam, ici, bam, no winner, try again, et on peut reset comme ceci. Donc là, on a créé une application super fonctionnelle. Donc Every va venir prendre cette méthode, donc square, ça va venir prendre les premiers, deuxième, troisième elements, et ça va venir regarder s'il y a un text content. Si tous les éléments ont un text content, on sait que c'est la fin de la partie, et du coup ici, on affiche ce if. On a donc quelques méthodes qui permettent de bien séparer. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris l'assignement des variables, les variables qu'on veut qui soient modifiables pour gérer notre jeu. On a appris le ternary operator, les fonctions réutilisables qu'on peut utiliser à plusieurs endroits, des fonctions pour faire des petites choses avec des bons noms afin de comprendre précisément ce qu'elles font. On a appris l'utilisation des boucles, par exemple ici pour retrouver les win combos. On a appris les méthodes comme classlist.remove ou .add qui permet d'ajouter ou supprimer des classes CSS. On a appris à ajouter des events avec des arrow functions ou avec des fonctions séparées. On a appris le pattern early return qui permet de venir retourner quelque chose et d'avoir un code, qui permet d'éviter d'avoir un code embriqué, etc. et de retourner quand il y a une erreur plutôt que de faire plein de if. On a ici appris à réutiliser ces méthodes pour afficher un état de victoire et ajouter des boutons, modifier l'interface, etc. Comment est-ce que tu pourrais aller plus loin? Parce que là, on arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, toi, ce jeu n'est pas terminé. Tu peux aller plus loin. Donc déjà, pour aller beaucoup plus loin et pour apprendre JavaScript à un niveau de professionnel, tu peux aller sur la formation Apprendre JavaScript. Dès que tu auras rejoint cette formation, en fait, tu auras des vidéos beaucoup plus complètes avec des solutions, des exercices à faire de ton côté, de la théorie, des playgrounds interactifs qui permettent de tester tes compétences. Tu auras même ici des quiz générés par IA qui permettent de te tester par rapport au sujet du cours, comme tu peux le voir juste ici. Tu vas pouvoir prendre des notes, faire des commentaires et tu auras même une IA intégrée pour poser des questions sur la leçon actuelle qui est capable de venir récupérer le contenu de la leçon, récupérer les scripts de vidéos, etc. On peut voir qu'il y a beaucoup de cours et donc ça va vraiment être une formation qui va beaucoup plus loin. Mais en attendant, si tu n'as pas envie, parce que tu as d'autres choses à faire, ce que je comprendrais totalement, comment aller plus loin? Alors, il y a pas mal de petites choses que tu vas pouvoir faire. Tu vas pouvoir garder en historique, sauvegarder des points. Donc, affiche par exemple en haut x 0, 0, donc x 12 points et 0, 1 point. Donc, afin d'avoir ceci. Tu pourrais sauvegarder l'historique de chaque coup. Donc, chaque fois qu'on fait un coup, il y aurait un historique à gauche qui permettrait de venir se balader dans l'historique des coups. Donc ça, des coups, donc ici coup, ça doit être COUP, je suis désolé pour mon orthographe. Tu pourrais ajouter des meilleurs styles et des petites animations. Tu pourrais avoir, pour aller beaucoup plus loin, un multiplayer avec des WebSockets, mais ça peut être très compliqué. Mais donc là, on est sur déjà trop compliqué. Bref, ça peut déjà t'amuser et tu peux pratiquer. Moi, en tout cas, mon petit tips, c'est que c'est vraiment en pratiquant. Donc que tu pratiques seul ou via des formations comme la formation que je te propose aujourd'hui, eh ben, ça ne change rien. Mais le plus important, c'est de pratiquer, c'est de résoudre des problèmes. Et crois-moi que si tu fais ce multiplayer avec des WebSockets, ce qui va être infâme et ce qui va te demander d'apprendre 12 000 trucs, eh ben, tu vas beaucoup monter en compétences. En tout cas, c'est ma vision des choses. Si tu as aimé cette vidéo, la chose que tu peux faire maintenant, c'est de mettre un commentaire et de me dire ce que tu en as pensé, comment je peux l'améliorer, etc. De liker cette vidéo et tu retrouveras pour aller plus loin une vidéo en 5 heures de JavaScript où on va aller beaucoup plus dans les détails. Ici, mon but, c'était de te rendre opérationnel en JavaScript rapidement en t'expliquant plein de choses et en omettant volontairement énormément de choses pour que tu puisses te concentrer sur l'essentiel. On se dit à bientôt. Ciao.